Vous écoutez le 7e épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO. Cette semaine, on vous propose de découvrir ou redécouvrir l'émission diffusée le 6 mai 2021 au Coin du Feu avec le journaliste, animateur et photographe Nikos Aliagas et les témoignages de la maire de Paris Anne Hidalgo, de Aude Mantoux, la responsable éditoriale beau livre aux éditions de La Martinière, et d'un ami de Nikos, le photographe britannique Lee Jeffries. Cet épisode vous a été présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO pour se mettre au coin du feu avec le photographe Nikos Aliagas. Alors Nikos, si tu me le permets, je vais essayer de te tirer le portrait en quelque sorte en tant que photographe. Alors tu es ce que l'on pourrait appeler un photographe de passion humaniste. Tu pratiques la photographie depuis ta jeunesse, d'abord de façon imaginaire, comme tu l'expliques souvent, puis avec ton premier appareil, un Kodak Instamatic que ton père t'avait offert. Pour toi, à l'époque, la photographie est une façon de figer le temps qui passe et de suspendre des instants de famille, des détails de ton enfance. Tu es un autodidacte. Tu as appris et fait tes armes avec l'argentique et es entré dans le numérique par l'intermédiaire du smartphone et des réseaux sociaux que tu utilises abondamment pour partager tes photos. Dans ta photographie, tu questionnes le temps et tu aimes photographier les gens, célèbres ou inconnus. Tu t'intéresses à l'histoire, ton histoire et celle de tes sujets. Pour toi, la photographie sert à ne pas oublier, c'est un langage universel. Du temps, tu en trouves dans ta vie à 200 à l'heure pour faire ta photographie. Moments suspendus, l'épreuve du temps, âme grecque, corps et âme, mémoire de main, voici les noms de tes principales expositions que tu as offertes au public ces dernières années. Désormais, la photographie est en quelque sorte aussi l'une de tes marques de fabrique. Elle est omniprésente dans ta carrière professionnelle et journalistique avec la mise en scène récurrente de ton acte photographique et de tes images dans la réalisation d'interviews pour les différents médias avec qui tu travailles. Tu es devenu au fil du temps un portraitiste incontournable de la scène médiatique française. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche prochain, on peut découvrir une partie de ton travail personnel sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris. Tu exposes une série de 35 portraits de Parisiennes inconnues que tu as croisées un peu au hasard et que tu as souhaité immortaliser en noir et blanc. Tantôt photo posée, tantôt photo volée, tu offres ton regard sur ces héroïnes qui n'ont pas cherché à être dans la lumière. Nous nous sommes invités à ton exposition et avons recueilli les témoignages de spectateurs inconnus ou incognito. On les écoute. Mais déjà, j'aime bien l'animateur Nikos. J'adore ce qu'il fait en télévision. On sent que c'est quelqu'un de très humain, qui est très porté vers l'autre. Et on le voit dans ses photos. On voit que dans ses photos, il y a plein d'émotions. Il y a un univers très particulier. Ouais, il est vraiment tourné vers l'autre, vers l'humain. En tout cas, c'est ce que cette photo me donne comme émotion. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant de voir que ce sont des femmes, vu que la majorité du temps, ce sont des hommes. Et ça représente la puissance un peu féminine, là, vraiment. Je sais pas comment dire, je trouve ça très joli. C'est intéressant de voir comme c'est centré sur la femme, sur Paris. Et de voir tout ça en noir et blanc, alors que j'ai l'habitude de voir cette ville en couleur. Je vois les oiseaux, là, par exemple. C'est magnifique. Moi, ça me rappelle une amie qui nourrissait des pigeons à sa fenêtre. Et là, je vais la prendre en photo pour la mettre sur sa tombe, par exemple, parce que je la trouve très belle. Enfin, elles sont magnifiques, les photos de Nikos. Elles sont très, très belles. Moi, ce que j'adore, c'est la profondeur de champ, la profondeur du noir et blanc qu'il utilise, notamment dans une que je viens de voir là-bas. Enfin, j'adore son traitement du noir et blanc, quoi, de l'image. Là, je suis devant celle-ci là, qui s'appelle L'amour inconditionnel, par exemple. J'adore comment ça s'appelle, la contre-plongée, quoi, le mouvement de contre-plongée. Le regard, je trouve qu'il capte formidablement bien les gens, leur visage, leur expression, leur regard. J'avais déjà vu une exposition à la conciergerie, là, il y a quelques années. J'avais été vraiment impactée par ça, quoi, par ce noir et blanc et l'expression des gens, quoi, la façon de capter les émotions. Cher Nikos, merci au nom des Parisiennes et puis merci parce que c'est magnifique. On aime à se retrouver dans ces visages et les Parisiennes, c'est vraiment ça, c'est cette diversité de beaux visages et de femmes engagées, de femmes debout.
Bon, tu auras peut-être reconnu la voix de la dernière personne interviewée sur ce micro-trottoir. C'est sympa, non? Ces retours un peu spontanés de spectateurs. Il y avait vraiment beaucoup de monde devant ton expo, hein. Écoute, ça me touche. Je veux pas vous mentir, c'est plus que sympa, c'est très émouvant pour moi. Parce que je donne l'illusion de quelqu'un, effectivement, à travers mon métier médiatique et de ma présence, on va dire, par la force des choses publiques, de maîtriser le genre, mais en fait, pas du tout. La photographie est une mise à nu, pour moi, c'est quelque chose d'intime. Et qui a commencé dans ma vie non pas pour faire des expos, mais parce que j'en avais besoin. J'avais besoin de raconter une histoire. J'avais besoin de me connecter à quelque chose. Donc je suis très ému et en même temps assez pudique, pour tout vous dire. C'est pas de la fausse pudeur ou de la posture, mais c'est toujours difficile de te dire que tu vas mettre aux yeux de tous ce que toi tu as imaginé, ce que toi tu as ressenti avec fragilité, c'est-à-dire sans certitude. Je ne photographie pas avec des certitudes. J'ai pas reconnu les voix. Je ne sais pas qui est la dame, a priori, qui a parlé. Donc c'est intéressant de ne pas savoir. Et d'ailleurs, je vais vous dire la vérité, je suis plus stressé le jour de l'accrochage d'une expo que lorsque j'arrive sur scène avec un micro et je sais pertinemment qu'il y a des millions de gens qui vont me juger, me regarder, aimer, pas aimer. Mais là, à ce moment-là, je me sens nu, totalement. C'est-à-dire que sans protection, on va dire, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien. Et effectivement, ça relie les gens, la photographie. On n'a pas besoin d'être là presque. Tu accroches les photos et tu laisses la photo raconter une autre histoire, ouvrir une autre fenêtre. C'est bouleversant d'entendre cette dame parler de sa copine qui est enterrée et qui te dit je photographie les oiseaux parce que ça me rappelle une autre image, celle de ma copine qui était effectivement sur son petit balcon et qui vraisemblablement pour répondre à sa solitude invitait des pigeons à partager un bout de pain ou quelques graines. Et cette photographie, elle va l'imprimer et elle va la mettre sur sa tombe. Vous vous rendez compte? La relation, l'histoire qui continue. Et en fait, le photographe n'est qu'un médium en réalité. Au sens un passeur. Ce qui est un peu ma vie, j'ai toujours été une sorte de passeur, curieusement. Toujours soit sur une scène, en train effectivement de partager un texte, soit à la télé, soit en tant que journaliste, donner la parole à quelqu'un, mettre quelqu'un dans la lumière. Alors je le fais dans la photographie aussi, mais pour d'autres raisons, plus personnelles, on va dire, plus fragile. C'est un terme qui revient depuis le début de notre discussion, c'est-à-dire que il y a pas de certitude quand tu arrives avec un appareil photo devant quelqu'un en lui disant voilà, alors tu peux le faire en studio, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise en réalité. Je suis pas à l'aise quand j'ai le temps, quand j'ai les moyens et qu'on me dit voilà, t'as un studio, t'as de la lumière, t'as un assistant photo, vas-y. Je sais pas par où commencer en général, alors que là, croiser un regard par exemple un matin et revenir le lendemain pour voir si cette dame est toujours là dans sa boutique, l'approcher, la regarder, lui expliquer peut-être si j'ai le courage ou si elle a envie ou si elle le reconnaît, une connexion potentielle, ça prend plus de temps, ça prend plus d'implication personnelle. C'est-à-dire que dès que tu me mets une urgence professionnelle, j'ai l'impression que je perds ou que je trahis en quelque sorte ma démarche de gamin. Le gamin qui déroulait le film imaginaire avant de se coucher dans son petit lit à côté de la machine à coudre de son père. Je fermais les yeux et je déroulais le film avec les pauses. J'avais 24, 30 pauses par jour. Et je me disais, voilà, j'avais pas d'appareil photo, mais je me disais quelle était la couleur du tablier, de l'épicier. Les mains, j'essayais de me souvenir des mains des gens, c'est un truc de dingue, parce que mon père était artisan, il travaillait tard le soir à la maison dans cette petite chambre où on habitait tous, et puis ses mains au bout d'un moment devenaient comme des ballerines, c'est-à-dire que j'oubliais que c'était ses mains, ça devenait des personnages. Donc tout part pour moi, mon postulat de départ c'est l'imaginaire. Donc à partir du moment où tu ressens, où tu imagines et tu essaies de projeter effectivement ce que tu ressens avec ton cœur dans un cadre, et que tu le projettes et que tu essaies de raconter une histoire, c'est quelque chose de fragile, d'intime, d'incertain. C'est aussi un engagement autre, alors que quand je fais mon travail
et que je parle face à une caméra ou face à un micro, je parle pas de moi en vrai. Je parle pas de ce que je ressens, mais je parle de l'autre. Donc c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée de cette exposition et pourquoi tu as voulu mettre en valeur, mettre en lumière les Parisiennes? Donc on en a entendu la plupart d'entre elles et dont cette dame effectivement très très émouvante qui a pris une photo de ta photo des pigeons. On a entendu la première d'entre elles, Madame Hidalgo, qui les représente. Pourquoi parler des Parisiennes? C'était Madame Hidalgo, c'était la mère, le dernier son qu'on a entendu? Absolument. D'accord, ben voilà. C'est que je connais pas encore assez bien sa voix, sa voice. Alors, pour moi, la Parisienne, c'est d'abord la ville. Cette scène de théâtre qu'est Paris avec ses monuments, par exemple la Tour Eiffel, pour moi, est la Parisienne par excellence. C'est celle qu'on venait regarder, observer avec mon père et ma mère le week-end. Nous qui habitions du côté de la rive droite, dans les quartiers populaires, on traversait le pont et on arrivait devant la Tour Eiffel, on disait « Waouh !» Voilà, on avait l'impression de partir en voyage, en expédition dans les quartiers chics de Paris. Donc pour moi, la Parisienne, c'est d'abord la Tour Eiffel. La Tour Eiffel qui résiste aux certitudes, aux vanités, aux modes, et même à l'ère du temps, au politiquement correct de l'époque, puisque la Tour Eiffel devait être détruite après l'exposition universelle, et de toute façon, personne dans l'intelligentsia parisienne de l'époque, du côté des intellectuels, écrivains, philosophes, journalistes, ne la considérait comme une œuvre d'excellence, puisqu'on disait que c'était moche et qu'il fallait le détruire, que ça cassait l'esthétique de Paris, et pourtant la Tour Eiffel a prouvé le contraire. Aujourd'hui, sans Tour Eiffel, ce serait pas pareil. Donc déjà, cette on va dire maturité, cette présence qui a tout dans sa construction de masculin, c'est-à-dire l'acier, son côté phallique qui déchire le ciel, et pourtant, c'est une dame, c'est la dame de fer, cette vieille dame qui nous protège et qui en même temps, du haut de ses 300 mètres, nous rappelle que toutes nos certitudes et toutes nos névroses sociétales ne sont que des passages. Donc à partir de là, pour moi, Paris se transforme en une scène de théâtre avec cette lumière très étrange, parisienne, qui peut être tranchante, mais qui est très souvent pseudo-mélancolique, avec cette réflexion permanente sur le pavé, comme si c'était un miroir de l'autre nous-mêmes qui nous regardait. Donc, il suffit de se remettre dans les romans de Balzac pour voir que les Parisiens et les Parisiennes pensent être les héros de cette scène de théâtre, de cette comédie humaine qui souvent est une farce ou une tragédie, ou quelque chose de l'ordre du comico-tragique. Et finalement, on se rend compte que les femmes ont moins besoin, alors peut-être que c'est une impression, en tout cas dans ma mythologie à moi personnelle, de cette reconnaissance permanente d'être un Rastignac, d'être un Rubempré, un chef d'État, un homme d'affaires, qu'elles tracent leur route. Alors, la Parisienne, c'est aussi une autre façon de considérer la présence féminine de Paris, c'est-à-dire que la Parisienne, dans l'inconscient collectif mondial, c'est une femme chic, c'est Inès de la Fressange, qui est magnifique, qui est une des figures parisiennes de la beauté et de la mode. Et moi, c'est pas celle-là que je voulais explorer et rencontrer. C'était justement ces femmes qui ne demandent rien. Et Nikos, pardon de t'interrompre, mais tu as cité un monument, donc un monument de fer très féminin, mais il y a aussi un autre monument qui est Notre-Dame que tu as photographié avec une image bouleversante aussi. On a en avril commémoré les 2 ans de l'incendie. Tu peux nous raconter une anecdote? Il y a cette photo extraordinaire où on voit une dame, le dos tourné au monument, le visage caché par ses 2 mains. Oui. Alors d'abord, c'était une journée tristement historique. C'est-à-dire que 1000 ans après l'existence de la cathédrale, nous étions les témoins impuissants de sa catastrophe. Alors qu'on a marché sur la Lune, alors qu'on peut parler à l'autre bout du monde dans l'instant T, l'instant réel et partagé, on n'a pas pu préserver
le patrimoine historique et spirituel et culturel de Notre-Dame. Donc déjà, ça, c'est comme un mauvais présage. Tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Et c'est 1 an, presque jour pour jour, après l'arrivée de la pandémie. Je n'y vois pas une relation mystique, ou je veux pas là-dedans, mais quand même, ce sont des symboles, ce sont des images. Et quand on est aussi photographe, il faut reconnaître des images. Et à ce moment-là, je fais ma matinale pour la radio. Je suis venu au petit matin. Le ciel était rempli de fumée. Il faisait nuit quand je suis arrivé. Ça sentait le cramé, la cendre. Les pompiers travaillaient mais héroïquement et d'arrache-pied toute la nuit. Et puis certains passants commençaient à gare au petit matin à venir, vraiment en pyjama même. J'ai vu des gens avec des peignoirs et des pantoufles descendre de chez eux, l'air ébahi et ahuri en train de regarder. Et donc je fais ma matinale et juste après 9h, il y a des joggeurs qui passent, des touristes avec le casque, puis qui s'arrêtent, ils commencent à pleurer vraiment dans la rue, des gens qui ont des larmes plein les yeux. Puis il y a cette femme qui me voit sortir de la camionnette d'Europe 1 où j'avais fait la matinale, qui s'approche de moi, qui me prend dans ses bras en pleurant. Ça, c'est du jamais vu. Et j'ai mon appareil, et je la prends en photo, et ça la dérange pas à ce moment-là, parce que dans l'étreinte, on a échangé, on s'est autorisé à dire des choses. Et je poste cette photo sur les réseaux sociaux, qui fait un carton total, qui fait le tour du monde, et qui est reprise dans le Figaro, je crois même dans le New York Times. Et cette photo, ça devient un document. C'est-à-dire que je l'ai appelé le jour d'après Notre-Dame des larmes, c'est ça, Notre-Dame des larmes. Parce qu'au même moment, il y avait une autre dame qui lisait le journal à côté, qui avait le Parisien, et elle était assise devant les chaises d'un café, et on voyait dans la vitrine le reflet de Notre-Dame meurtrie. Voilà, donc ce sont des moments qui m'ont bouleversé, à la fois en tant que journaliste, en tant que citoyen aussi de cette ville, qui est ma ville de naissance, pareil. Et je voulais dire, voilà, je voulais juste, non pas porter un quelconque jugement, mais montrer comment 2 femmes, ce fameux matin funeste, ont vécu la catastrophe et l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et alors, comment est né ce projet d'exposition qui, je rappelle, est accroché jusqu'au 10 mai, donc les gens ont encore quelques jours pour aller la découvrir. Il y a un catalogue, un livre en préparation qui va l'accompagner ? Je suis en train effectivement de sortir un catalogue, on va dire souvenir, qu'on va pas vendre, mais qu'on va donner, avec Canon, qui est mon partenaire fidèle. Et alors, il y aura en plus des photos qui n'ont pas été exposées. Donc, il y aura un peu plus de photos autour de la Parisienne, du thème de Paris, des Parisiennes plutôt. Et alors, l'idée est née avec les équipes de la mairie de Paris, d'Anne Hidalgo. On cherchait une sorte de collaboration. Et on s'était effectivement parlé avant les vacances. Ça a commencé à se concrétiser en septembre. Et à ce moment-là est arrivée une autre histoire sur la table, une discussion, genre, est-ce que tu as une photo qui te plaît pour effectivement illustrer la carte de Nouvel An de la mer? Je dis ok, j'avais quelques photos, et elle a choisi une photo que j'avais prise pendant le confinement. Effectivement, on voit un pigeon traverser la Seine avec la Tour Eiffel, la fameuse Tour Eiffel, avec en amorce un bateau-mouche, enfin une péniche, pardon. Et effectivement, cette photo a été exposée. Et ensuite, on a fait quelques réunions avec un cahier des charges assez libre, assez tranquille, genre comment tu vois les Parisiennes. Moi, je leur ai dit, c'est un regard assez poétique, c'est pas quelque chose de provocateur. Enfin, c'est pas non plus ma personnalité d'aller chercher des angles pour montrer qu'il y a aussi ça. J'ai essayé d'être le plus représentatif possible, mais c'est tellement subjectif que ça ne veut rien dire, parce que de toute façon, tu peux pas mettre tout le monde, tu peux pas mettre tous les types de femmes, de professions. Donc, je l'ai fait un peu au feeling. Et pour moi, la représentativité partait du cœur, c'est-à-dire elle partait du sentiment. Ne pas mettre, par exemple, que des femmes tristes ou que des femmes hey, super heureuses dans un contexte très compliqué, parce qu'il y a effectivement quelques photos de 2019-2020, mais il y a aussi des photos que j'ai prises il y a encore 3-4 mois, donc il y a 3 mois même. En janvier, février, je photographiais encore. Donc l'idée était de raconter des tranches de vie, comme des fenêtres possibles, comme des projections, que ce soit par exemple effectivement l'académicienne, je peux pas la photographier en tenue d'apparat sur le vif, je suis obligé de le préparer un petit peu. Bien sûr. Donc on est allé dans la cour d'honneur
de l'Institut de France, avec Barbara Cassin, qui est une femme que je lis et que j'admire depuis des années, puisque c'est une grande helléniste dans la lignée des Jacqueline de Romilly. Et je l'ai mise en scène avec effectivement sa tenue d'immortel et son épée, en lui disant, alors maintenant vous allez prendre en joue, vous allez mettre en garde. Je sais pas ce qu'on dit d'ailleurs, j'ai jamais fait de sport d'escrime, mais je voudrais que vous teniez en joue des bulles de savon. Alors c'était un peu compliqué pour que ça ait l'air naturel, mais on voit qu'elle est effectivement produite. J'ai vu passer une photo de making-of justement où on voit les bulles de savon en arrière-plan. C'est un peu lunaire. Elle me dit mais pourquoi vous faites ça? Je dis je sais pas. Je lui dis mais je le sens comme ça, comme des bulles d'ineptie ou de fausses infos que une académicienne, celle qui connaît la langue, qui connaît la tradition, la culture et la justesse, pourrait détruire pour revenir à la vérité. Et puis, il y a aussi ces dames qui prennent une petite bière en loose day, place des Abbesses, et que j'interpelle. De loin, elles me voient en train de prendre des photos, puis elles se disent, c'est pour nous, c'est nous qui prenons en photo le monsieur, là. Et puis, j'ai ma casquette, j'ai un masque, elles ne savent pas trop à qui elles ont affaire, donc ça aide aussi, parce que la notoriété peut parfois enlever le naturel. Et puis, à un moment, ils me disent, bon, arrêtez de nous prendre en photo, parce que nos maris pensent qu'on fait nos courses. Donc ça m'a fait rire. Elles avaient un petit coup dans le carreau, et puis je me dis, alors, c'est pas montrer quelqu'un qui baisse son masque en pleine pandémie. Est-ce que c'est une irresponsabilité? C'est en tout cas une réalité. On peut pas se mentir. Évidemment qu'on est tous aujourd'hui pour respecter les règles, porter le masque, mais quand elle le baisse quelques secondes pour prendre une gorgée de bière, ça devient tendre. Et ça devient une forme de résistance, on va dire, du côté de nos mamies, qui ont été les premières cibles, que la pandémie nous a privés. On n'a pas vu nos mères et nos anciennes et nos anciens pendant des mois, et se dire que bon, elles ont survécu, elles sont là, elles font leurs courses, elles rigolent encore, c'est peut-être aussi un petit message positif. Voilà, pour pas perdre espoir. On sent vraiment toute la passion qui t'anime quand tu parles de photos. Tu as aussi, j'ai lu que tu avais parlé de la photographie comme une activité anti-stress pour toi qui est le plus souvent face aux objectifs sur les plateaux. Qu'est-ce qui te plaît tant dans cette activité photographique? C'est physique, la photo, Benjamin. Je ne vais pas te contredire. Oui, non, mais c'est hyper physique. C'est-à-dire que la façon dont tu respires, la façon dont ta concentration, ton corps, à la fin d'une séance photo, je suis épuisé. J'ai l'impression qu'on m'a tapé, souvent. Même si c'est du plaisir pendant que je le fais. Donc, c'est un engagement absolu. D'abord, c'est un engagement pour moi de ce que je ressens. J'essaie de le projeter, non pas de le capturer. Tu prends pas une photo, c'est elle qui te prend. C'est elle qui, à un moment, elle a pitié de toi, elle dit « Ok, tiens, prends ce que tu veux ». C'est un combat permanent entre, effectivement, la technique, la lumière changeante, surtout quand tu es dans la rue. Et puis, mais ça veut dire que tu es tout le temps aux aguets. Si c'est la photo qui te prend, ça veut dire que tu es quand même susceptible de la prendre, quoi. Tout le temps. Mais même quand j'ai pas d'appareil photo. C'est même très curieux. Et je l'ai déjà dit en interview, et pardon de le répéter pour ceux qui l'ont peut-être entendu, mais je me réveille pas le matin en me disant aujourd'hui je vais faire la photo. Alors aujourd'hui je la tiens. Aujourd'hui vous allez voir. En fait, je me réveille en me disant mais combien de photos je vais pas pouvoir prendre? Combien d'images je vais reconnaître, mais je n'aurai pas le temps de les caresser ou on va dire de l'objectif. Parce que pour moi, la photographie, Arthur et Benjamin, c'est une reconnaissance. C'est très étrange. C'est comme si l'image, l'histoire existait avant moi. Elle attendait juste ma connexion, c'est personnel, cette image en tous les cas, comme si elle existait dans ce qu'appelle d'ailleurs Bernard Werber qui en parle bien dans un de ses romans, enfin c'est pas un roman, dans un de ses essais, ça s'appelle la noosphère. La noosphère, c'est une invention, on va dire, philosophique ou de la fin du 19e, du début du 20e, qui considère qu'autour de la planète, il y a une sorte de stratosphère dans laquelle existent toutes les créations et toutes les idées, comme une sorte de cloud des artistes. Et à un moment, elles s'accordent, elles s'alignent à ce qu'on appelle un flash, une inspiration des uns et des autres, en fait. Et je pense que l'image, elle existe avant que je ne la reconnaisse. Et à un moment, je la reconnais. C'est la possibilité d'une île, comme dirait l'autre, d'un voyage. Et tu sais pas pourquoi. Alors, je mitraille pas en mode pour kilomètre, s'il y en a une, on va dire, dans les 50 photos que tu vas prendre, il y en a peut-être une bonne là-dedans. Je sais pas faire ça.
Mais ça veut dire que tu as toujours ton matos sur toi. Tout le temps. Et quand j'ai pas mon matos, quand j'ai pas ma focale, j'ai mon portable, mon téléphone portable, qui peut faire la blague dans un premier temps, en tout cas pour les réseaux sociaux. Donc, je l'ai toujours. C'est très étrange, comme une sorte de... Je dois être là. Je ne peux pas être absent de cette reconnaissance. Ça n'est pas possible. C'est une urgence qui me crispe le corps parfois, qui me... Et quand je l'ai pas, je suis pas en colère. Je dis c'était pas le moment. Cette acceptation, elle est intéressante dans la photo aussi. Cette humilité, c'est t'attends. Tu peux attendre, tu peux partir. C'est comme celui qui part à la chasse, même si je suis pas un chasseur. Mais quand tu l'as pas, il faut l'accepter. Il faut passer à autre chose. Tu sais, ça me fait penser qu'il y avait un remarquable podcast il y a quelques années. C'était sur Arte Radio, des photographes qui racontaient les photos qu'ils n'avaient pas prises. Ouais. Oui, je me rappelle de ça, c'était bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je ne connais pas, mais c'est excellent, c'est magnifique. C'est génial, je pense qu'on peut toujours le retrouver en tapant Arte Radio. Et c'est une très belle idée, des photographes de renom comme ça qui racontent les images qu'ils n'ont pas prises, soit consciemment, parce qu'ils ont décidé de ne pas la prendre, ou inconsciemment, parce qu'elle leur a échappé. Mais dans tous les cas, c'est des superbes histoires. On est tous un peu hantés par ça, finalement. Bien sûr, quand tu es, par exemple, dans une ruelle... du Péloponnèse dans un village où tu es arrivé pour aller à un baptême et puis finalement tu n'as pas pris ton appareil photo parce que tu voulais être tranquille, tu voulais pas faire le photographe du baptême justement parce que tout le monde allait te demander de photos et puis tu te perds un peu, tu trouves un café, tu t'arrêtes, il y a un café, boum, et là passe un cortège funèbre avec effectivement l'enterrement d'une famille de gitans et c'est juste sublime. C'est sublime parce que même dans la tristesse, tu touches une vérité dans les vêtements criards des femmes, dans les couleurs, parce que c'est aussi une forme de deuil, comme en Inde, de porter les couleurs pour honorer le défunt. Les mains du défunt avec ses bagues, parce que tu vois le mort, effectivement, le cercueil était ouvert, et là je me dis, mais j'aurais dû avoir mon appareil. Pourquoi ? Pour garder des images pour eux aussi, pour leurs souvenirs. Alors à quel moment tu deviens obscène ou voyeur quand tu photographies? C'est une vraie question. C'est une question qui m'a toujours obsédé. Par exemple, j'ai refusé d'accompagner des copains photographes en mer Égée quand il y a eu les premières grandes vagues des personnes qui arrivaient du Moyen-Orient sur des barques dans des embarquements de fortune et qui arrivaient quasiment épuisés en ayant perdu la moitié des leurs avec des gilets de sauvetage d'infortune. Ce qu'on appelle les migrants, ce qui est un terme qui ne veut rien dire, mais juste ces êtres humains qui arrivaient d'ailleurs et qu'on devait accueillir, nous l'Europe, et les Grecs se retrouvaient en première ligne, et ce sont les gens qui n'avaient plus rien qui allaient les aider, les pêcheurs qui plongeaient pour sauver des vies. Alors est-ce que j'avais ma place là-bas ? C'est une vraie question. J'ai pas trouvé le courage d'y aller, pas pour des raisons, on va dire, de regard technique ou de sincérité intime, mais parce que j'ai eu peur, je me suis dit, tu es à la télé, tu portes des costards, tu fais le truc, les gens pensent que tu vis dans un autre monde et que tu connais pas la réalité, ils vont pas le comprendre et tu seras obligé de le justifier. Et je suis pas allé. Alors peut-être que j'ai eu tort, mais ou alors il y a des photos que tu prends, mais il faut réfléchir à quel moment tu vas les montrer ou si tu vas les montrer. Il faut assumer, quoi. Ouais, c'est une autre question. Qui tu es toi ? Comment tu donnes ta légitimité, on va dire, éthique à la démarche ? Qui tu es toi pour photographier quelque chose ? Donc c'est une vraie question que je me pose sur l'image, puisque l'image de toute manière est un malentendu. Ne nous mentons pas, que ce soit l'image tirée du photographe ou l'image des uns et des autres, des personnalités. Et la mienne l'est tout autant. C'est-à-dire que j'ai aucune certitude sur ce que je peux représenter en tant que personnage connu. C'est pour ça que je ne me planque pas derrière l'objectif, mais c'est pour ça que je me pose derrière un objectif, pour être libre de regarder et de ne plus être regardé. Alors Nikos, pourquoi tu affectionnes tant le noir et blanc comparé à la couleur ? La majorité de tes images sont faites en noir et blanc. Parce que je suis pas certain, Arthur, de savoir faire de la bonne couleur. Je suis pas certain. Et j'ai l'impression que je perds toujours quelque chose avec la couleur. J'ai l'impression que je la privilégie sur le cadre, sur l'histoire. Le noir et blanc, d'abord, me renvoie à une expérience personnelle, on va dire, et intime, qui remonte à mes premières émotions photographiques, lorsque je découvre
des photos dans une boîte à chaussures. Et par extension, lorsque je découvre le temps qui passe à travers cette boîte à chaussures, c'est-à-dire puisque tu vois des photos de gens que tu connais âgés et qui sont représentés jeunes sur la photo. Donc cette première, on va dire, émotion vient du fait que les premières aussi photographies d'artistes que j'ai aimées, elles étaient en noir et blanc. Mes premières grandes émotions, on va dire des photos de Koudelka, des photos de, je sais pas, même récemment, je revoyais des photos de Sabine Weiss, elles me bouleversent, cette femme. Mais elles sont en noir et blanc, elles ne sont pas en couleur. Et comment tu fais du coup tes noirs et blancs? Tu les fais directement à la prise de vue avec ton boîtier ou en post-prod? Je les fais en post-prod, comme si j'étais dans le bain en fait. Je choisis on va dire, les dosages des oranges, des rouges, des violets, des bleus qui vont se transformer en bleu, en gris clair, en gris foncé, en blanc, en noir. Et tout ça me parle évidemment beaucoup parce que lorsque je vois quelqu'un, je l'imagine en noir et blanc. même lorsque je vois quelque chose, un angle, une rue, un arbre. Une main aussi. Ah, bien sûr, alors les mains, c'est les mains surtout même. Je vois des mains en noir et blanc, c'est-à-dire que. Et donc à partir du moment où je photographie en RAW, et j'aime effectivement pouvoir avoir accès à des boîtiers qui puissent faire des gros RAW. J'aime pas travailler en JPEG. J'ai l'impression qu'on perd quelque chose, on gagne autre chose, mais on perd beaucoup de détails, on perd beaucoup de matière. Donc je travaille avec des RAW, le minimum, si je peux être à 50 MO, je suis content. Ah oui, le R5 c'est 45 millions de pixels, là ça commence à faire des pelles de pixels. Ah ouais, des pelles de disque dur. Ouais, surtout, ouais. Et pareil, quand je shootais au boîtier, au réflexe, le 5D RS, c'était celui-là. 5D SR. Ouais. Le SR, voilà, je le sors encore de temps en temps. Ah, il est plus lourd, mais il a autre chose. C'est pas du tout le même, on va dire, la même matière, le même velouté que le R5. Mais bon, les fichiers, j'arrivais, quand tu les transformais en TIFF, derrière, tu arrivais à 300 MO. Donc, il faut effectivement beaucoup de terrain. Mais grâce à ça, je peux travailler en basse lumière, mes grilles, mes contrastes. Je contraste beaucoup. Donc, dans la transposition, on va dire, mon bain à moi, ma révélation, elle se fait dans la transposition, effectivement, en noir et blanc, avec les filtres que tu vas choisir. Mais il n'y a pas de filtre préétabli sur mes photos. Je les fais à chaque fois depuis le début, un par un, selon mes réglages. Chaque photo est adaptée à un autre réglage. C'est-à-dire, ça ne peut pas être le même réglage pour toutes les photos. Ça n'existe pas. Tu fais beaucoup de portraits, aussi bien de personnalités que de gens anonymes, finalement. Et comment est-ce que tu procèdes lors de la prise de vue? Comment tu fais concrètement? Est-ce que tu procèdes à un petit peu de la mise en scène? Tu nous as raconté que l'académicienne, tu as dû la mettre un petit peu en scène. Est-ce que tu es influencé par tes maîtres, Salgado, Irving Penn ou d'autres? Comment tu procèdes? En fait, ça part beaucoup. Ça part d'un constat instinctif, en fait. D'abord, quand c'est quelqu'un de connu, j'essaie de voir, selon ce que je vois dans la vraie vie, ce qui pourrait correspondre à ce que je projette dans mon imagination, mais qui doit être assez proche de ce qu'il est aussi lissé en tant que personnalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnalités qui ne correspondent pas quand tu les vois et que tu es à côté d'elles, qui ne correspondent pas à sa pochette d'album, par exemple, qui est beaucoup plus retravaillée. Comment faire en sorte de protéger quelqu'un sans pour autant le lisser? Je ne sais pas très bien, moi, faire les retouches. C'est un autre métier encore, hein, la vraie retouche artistique, la peau, la cerne. Je fais le minimum. Mais comment faire en sorte que ça corresponde à la perception qu'ont les gens de cet artiste? Donc ça, c'est ma première préoccupation. Est-ce que j'ai suffisamment de lumière? Sinon, je lève pas l'appareil, je lève pas l'objectif. Notamment quand c'est une femme, et voilà, pour la protéger, pour pas qu'elle ait l'air plus âgée, parce que de toute façon, mes photos sont dures. Mes portraits sont très durs, en vrai, très contrastés, et très... donc, de toute manière, tu vas te prendre 5 ans dans la tronche. Et justement, tu as eu des mauvais retours, des fois, sur des portraits? Non, parce que je fais en sorte de protéger l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre. C'est plus vrai, effectivement, parfois, avec une actrice qui a 50 ans et qui veut pas être photographiée, alors qu'on est jeune à 50 ans, mais on n'a peut-être pas la même tête que lorsqu'elle avait du succès à 35 ans. Donc, c'est à moi d'être, respectueux, sans mentir,
En fait, il y a un chemin entre la retouche absolue, qui est fausse, et la fragilité d'un moment, mais voilà, qui peut être vrai, qui peut être touchant. Tu parles souvent des mains comme des éléments qui ne mentent pas, justement. Mais parce que les mains disent tout, d'abord de ta généalogie, de si ton père travaillait, ou tes grands-parents, ou tes arrière-grands-parents, la terre, tu le vois, c'est que les mains s'adaptent avec le temps, et les mains finissent par ressembler à ce que tu fais avec elles. Quand tu vois les mains du pêcheur, au bout d'un moment, on dirait qu'elles ont des écailles dessus. C'est extraordinaire. Mais pour moi, photographier quelqu'un de connu ou d'inconnu, c'est exactement la même chose. Vraiment. C'est que je respecte tout autant une dame, effectivement, que je ne connais pas, qu'une dame que je connais, qui est artiste ou autre chose, ou écrivaine. C'est une démarche instinctive. La lumière joue un rôle. J'utilise rarement le flash. Là, évidemment, sur l'exposition de la Tour Eiffel, la jeune femme Cassandre qui saute dans les airs sur sa planche, je suis obligé de la flasher. Il fait soir derrière, il fait nuit, le ciel est noir, donc sinon tu la perds. Donc tu as un flash derrière pour une légère découpe, mais bien placé en bas, et puis un petit flash juste, une sorte de flash juste sur les yeux, quoi, juste pour sortir un peu la chevelure. Mais en général, j'aime bien travailler avec la lumière du jour ou en studio, en fin d'émission ou en fin d'interview avec la lumière fixe, qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, tu as des LED extraordinaires. Mais toujours dans une pénombre. Jamais, on va dire, à fond les manettes. J'aime bien quand c'est un entre-deux-mondes, quand c'est une suggestion, quand c'est pas une certitude et quand c'est quelque chose de suspendu, un moment suspendu, un peu hors du temps. Alors Nikos, pour continuer, on te propose maintenant de découvrir le témoignage de Aude Mantoux, qui est la responsable éditoriale Beau Livre aux éditions de La Martinière. Elle nous raconte le projet d'ouvrage L'épreuve du temps que tu as réalisé avec eux. On l'écoute. Nous avons eu la chance aux éditions de La Martinière de publier le premier livre de photographie de Nikos, L'épreuve du temps. Un livre qui représentait pour Nikos la somme de plusieurs années de travail dans la photo. Et pour l'équipe qui l'a accompagné, réaliser ce livre a été une belle aventure humaine. En fait, nous suivions Nikos depuis un moment, et c'est son œil de photographe qui nous a convaincus, et qui nous a donné envie de lui suivre. Ce qui nous a plu, ce n'est pas tant la personnalité médiatique qu'il représente, mais l'artiste lui-même. Nous avons aimé le regard que Nikos pose sur les autres, nous avons aimé son sens du cadrage, de la lumière, il a une grande maîtrise technique, et une très très bonne connaissance du monde de la photo. Dans le livre, en fait, sont réunis des portraits d'anonymes pris dans leur vie quotidienne et photographiés en noir et blanc, dans des jeux d'ombre et de lumière. Il y a des enfants, des vieillards, il y a des regards qui nous observent, des mains usées par le travail, des mains ridées. Et toutes ces images nous parlent de la fragilité de l'instant, nous parlent du temps qui passe, sans artifice, sans superflu. En fait, la force des images de Nikos, c'est qu'il reste toujours à hauteur d'homme, avec beaucoup de pudeur et en même temps de générosité. Ce sont des photographies finalement surtout et avant tout profondément humaniste et très poétique. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la notion de temps est si importante pour toi et si présente dans ton travail ? Parce que c'est la temporalité photographique par excellence. La révélation photographique passe par la gestion du temps. Si dans ton bain, tu restes trop longtemps et tu l'exposes trop à la lumière, tu la crames ta photo. Ou t'es sous ex, si on doit revenir effectivement à l'argentique, mais même, qu'est-ce que c'est qu'un centième de seconde ou un millième de seconde quand tu photographies un mouvement ? C'est rien, c'est une erreur statistique. Et pourtant, c'est ce moment-là qui peut déclencher d'autres émotions et ouvrir d'autres fenêtres. C'est pas une obsession avec le temps, mais d'abord un respect profond pour sa suprématie, pour l'inexorable mouvement du temps. On passe notre vie dans nos sociétés à gagner du temps. Avec la technologie, avec effectivement des études, des voyages, on accélère, mais en fait on gagne rien du tout, puisque c'est plié d'avance. On est de passage. Donc c'est le postulat de départ ne doit être que de toute manière, la vie n'est qu'un battement d'ailes de papillon, aussi éphémère qu'une vie de papillon, et qu'il faut accepter ce passage, et à partir de là, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura plus rien, ça va être beaucoup plus simple, puisque tu vas dire, qu'est-ce que je peux faire
pour donner du sens à ma vie? Qu'est-ce que je peux faire pour être juste? Qu'est-ce que je peux faire pour être connecté aux autres? Et la photographie et ce rapport au temps se retrouvent. C'est-à-dire celui qui pense maîtriser le temps, même photographique, il a déjà perdu. On ne sait pas de toute manière qui sera plus fort que nous dans l'avenir. Le souvenir, l'image, la vidéo, on ne sait pas ce qui restera, peu importe ce qui restera. Mais l'immortalité, elle est dans cette façon de reconnaître un instant qui a l'air presque anodin, mais qui pourra être déterminant. Regardez le nombre de photos qui ont été prises par leurs photographes, des leaders politiques, des révolutions, des catastrophes, des lendemains de bombardements atomiques. Regardez le nombre de choses qui ont changé la destinée de l'être humain grâce à une image et qui n'a pas été prise avec certitude. S'il y a bien quelque chose qui reste avec le temps, c'est quand même les livres, notamment ce beau livre que tu as pu faire aux éditions La Martinière, alors que tout ce qu'on voit finalement sur les réseaux, tu publies aussi beaucoup sur Instagram et tu écris aussi beaucoup en rapport avec tes images. Donc, qu'est-ce qui restera finalement de tout ça et quel est ton rapport à ces réseaux-là pour partager tes images? Alors, le livre, c'était effectivement chez La Martinière d'abord une chance et une opportunité extraordinaire. Lorsque j'ai travaillé avec les équipes de La Martinière, ça a été un moment vraiment émouvant avec Anne Serrois, avec Hervé de La Martinière lui-même, qui m'invite dans son bureau à discuter. Et puis je regardais les bouquins de Salgado à côté des bouquins d'Yann Arbus et je disais waouh, je vais faire un livre chez La Martinière. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ouais, j'étais comme un gamin, évidemment. Et en même temps, ça m'a mis une pression de dingue. Et quand on a fini la maquette, je suis parti près de Bologne avec la directrice artistique. On est parti dans l'usine qui allait imprimer la photo. Et j'ai passé 24 heures toute la nuit quasiment à regarder les encres, à discuter, à baragouiner avec mon italien approximatif, avec les imprimeurs, à les voir. C'est ça la photo. On parlait d'image, vous vous rendez compte? Certains parlent de Bitcoin ou de politique toute la journée, ils sont là, ou je sais pas, de monter, même dans mon travail, de monter des boîtes de prod, tout ça, mais en fait, moi je m'en fiche. C'est que je suis parti juste pour passer 24 heures avec un gars que je connaissais pas, qui était un imprimeur, et pour parler du vernis et des noirs. Vous vous rendez compte? Des noirs, de la qualité. Tu l'as rendu fou, j'imagine. Je l'ai rendu fou. Mais il m'a mis sur un pauvre canapé. J'étais dans une banlieue de Bologne, je savais pas ce que je faisais là. Un pauvre truc où il y avait, je sais pas, sali par les encres, le temps avec un ressort qui sortait. Et puis j'ai quasiment dormi chez l'imprimeur. C'était un grand moment, un moment de joie, parce que c'était mon bébé absolu. Et quand je suis reparti, ils ont dit OK, on te respecte, mec, tu sais ce que tu veux. Donc voilà. Et puis le lendemain, je suis revenu, j'ai mis mon costard d'animateur, je vais aller faire mes émissions. Donc c'était assez comment dire, paradoxal. Mais un livre, c'est une résistance, oui, en quelque sorte. Un livre restera, au moins pour, j'espère, tes enfants. Mais effectivement, quand j'ai eu l'opportunité de faire des tournées pour signer le livre dans les librairies partout en France, en Belgique, en Suisse, et que tu vois des gens qui me disent cette photo, elle m'a bouleversé parce qu'elle m'a rappelé ma propre histoire, ou mon père qui était ailleurs, ou quand tu vois effectivement une Sri Lankaise qui vient me voir par hasard et qui me dit je connais le village où vous étiez là, je sais, c'est une partie de ma vie et de mon enfance. Merci pour ça, monsieur. Voilà, moi je suis un homme heureux, je vois rien d'autre. Bon, et du coup, ton premier beau livre, c'était en 2018. Quand c'est que tu y retournes? Et il faut trouver le bon thème maintenant. Il ne faut pas se presser. C'est étrange aussi, on parlait tout à l'heure, j'ai pas répondu, Benjamin, à ta question sur les réseaux sociaux, à cette, on va dire, instantanéité du partage. Moi, ce qui me fascine le plus avec Instagram ou Twitter, enfin, Instagram plus aujourd'hui, parce que le reste est devenu plus douloureux, tu regardes, c'est assez obtus, c'est une guerre permanente, tout le monde, on va dire, tape sur tout le monde, mais c'est pas quelque chose qui m'inspire nécessairement aujourd'hui. Ce qui m'inspire, c'est de pouvoir voir au même moment où toi, tu donnes à manger à tes enfants, un lever du jour à l'autre bout du monde. C'est extraordinaire. Au même moment. Avant, tu étais au coin du feu avec ta famille, à la campagne, et tu disais « Oh là là, mais il fait en ce moment, au Canada, il fait combien ?»
Et tu n'avais pas Internet, tu n'avais rien, tu essayais de te souvenir selon les saisons. Et là, tu le vois en direct. Tu vois l'autre chez lui. Alors, tu vois tout, mais il ne faut pas qu'on perde l'imagination. À force de tout voir, ou de croire voir l'intégralité de la vie de quelqu'un, d'un pays, d'un lever du jour, il ne faut pas perdre l'imagination. C'est l'imagination qui fait s'unir les gens. C'est l'imagination qui te fait lever le matin pour essayer aussi de raconter une histoire, quelle qu'elle soit, dans tout, en photo ou ailleurs. Si on perd l'imagination, on perd le rêve. Et si on perd le rêve, on n'a que des certitudes. Et très vite, nos certitudes deviennent de l'amertume. Parce qu'en fait, il n'y a pas de certitude, il n'y a rien. On doit s'adapter, chaque jour est différent. Et effectivement, le livre pourrait être une nouvelle forme d'expression pour ma prochaine, on va dire, quête photographique. Et à un moment, il faudra que je fasse un livre sur la Grèce, c'est sûr. Un livre définitif pour moi sur la Grèce. Et j'ai des milliers de photos sur les mains dans le monde, partout des mains de gens connus, inconnus, vivants, pas vivants. Enfin, c'est quelque chose que je stocke depuis des années. Des oliviers aussi. Des oliviers, j'ai des centaines d'oliviers dans le monde. Mais les Grecs, ouais, je ferais bien un livre grec, tout simplement. Un truc définitif pour moi où je pourrais mettre 15 ans. QES ou masculin cette fois? Général. Grec pluriel. Là, on met tout le monde, les enfants, les dames, les grands-mères, les anciens, le pêcheur, tout. Je sais ce qu'il faut. Ou une expo. J'aurais pu cette année, parce que cette année est le bicentenaire de la révolution grecque qui a donné l'indépendance de la Grèce, qui effectivement, depuis 1821, n'a que 200 ans, ou moins de 200 ans d'existence en tant qu'État moderne, puisque l'histoire a été dure avec cette région du monde. Mais bon, j'ai pas voulu faire quelque chose d'opportuniste. C'est genre, voilà, c'est le bicentenaire, allez, boum, tiens mon livre. Il faut faire attention, il faut le faire pour les bonnes raisons. C'est pour moi, en fait, évidemment, par la force des choses, il y a ce malentendu de la notoriété. Regardez, on parle, et je pense que ça a aussi aidé, en même temps pas aidé. C'est-à-dire que j'assume tout, et je connais les avantages et les désavantages. Mais quand je fais quelque chose de l'ordre de l'écriture, de l'écrit, que ce soit un livre photo ou un livre écrit, tout simplement, il faut que l'engagement il soit au-dessus d'un quelconque opportunisme ou interprétation d'opportunisme. Parce que si je veux me donner une chance, on va dire, de penser que ça puisse rester un jour, même si j'ai pas de certitude, je dois le faire vraiment comme si le reste n'existait pas. C'est important. Sinon, ça se voit. C'est-à-dire qu'évidemment, je me cache pas, je parle, je donne des interviews en ce moment, je fais un peu de promo pour l'expo. Mais bon, c'est une expo gratuite, je gagne rien. C'est pas le but d'être présent à tout prix, d'un point de vue marketing aussi, dire ouais, je fais de la photo, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de petit à petit, à ceux qui pourraient être intéressés ou qui pourraient me faire confiance, c'est de construire un lien. Le lien est plus fort que le marketing ou ce qu'on pourrait croire nous comme acquis. C'est un lien, mais il faut raconter de belles histoires et des histoires sincères. Merci beaucoup Nikos pour tout ce que tu partages avec nous. On arrive à la fin de cette discussion. Tu vois, le temps passe extrêmement vite. Mais on a une petite surprise pour toi pour terminer. On va te partager le témoignage d'un admirateur qui tenait absolument à te laisser un petit message et on va voir si tu seras capable de le reconnaître. On l'écoute. Hey Nikos, I hope you're doing well, you wonderful chap. I just wanted to send you a message to congratulate you on your exhibition in Paris. I wish I was there to see it. I'm sure it's wonderful and I'm sure you're getting many people looking and absorbing all the feelings of your wonderful photographs. Can't wait to see you and take care of yourself. All the best, Lee. Oh, Lee Jeffries, I love you, man. You're a fantastic guy. I love this guy. He has such a authentic view in his camera. I love the way. Pourquoi je vous parle en anglais là? Je me la pète. C'est bien, comme ça il pourra comprendre, il pourra écouter. Il pourra l'écouter. Thank you so much, Lee. Merci infiniment. J'ai un respect pour toi. I have
such a huge respect for your work and the way you're feeling people and all the gratitude that we can read in your pictures and in your images. So thank you so much, man. Oui, il rend beaucoup en fait au modèle qu'il photographie et Dieu sait que c'est fin de photographier parfois des sans-abri. Ah oui, et puis en couleur en plus souvent, et puis de très près, et puis Mais il passe du temps avec, c'est-à-dire que je veux vous dire, on parlait tout à l'heure de la légitimité et d'à quel moment tu deviens voyeur. Mais c'est très simple, tu le vois dans les yeux de celui qui est photographié. C'est très simple. La façon dont il regarde le photographe disent aussi leur acceptation du photographe. J'admire énormément Lee. Et nous avons fait connaissance justement au Festival Photo de Vincennes. On avait discuté ensemble, on avait fait une présentation. Je l'avais présenté, je l'avais interviewé devant un public et c'est un super mec, vraiment. C'est un beau mec. En plus, je l'ai photographié. On dirait un acteur américain. Ouais. Mais il est de Manchester, avec son accent. On l'entend, Photographs. Il est très, très fort, très fort. Merci, ça me touche. J'étais content de parler avec vous, Benjamin, Arthur, parce que d'abord, parler photographie, ça me sort. Dès que je peux parler photo, je prends le temps de le faire. J'en ai besoin. J'ai autant besoin de photographie que de partager mon chemin photographique avec des gens qui s'intéressent à la photographie aussi. C'est important pour moi et bravo parce que c'est compliqué, malgré la démocratisation de la photographie et le fait que tout le monde puisse prendre des images avec son appareil photo, de parler véritablement photo et de garder un magazine photo, un podcast photo, c'est compliqué. Donc bravo à vous qui trouvez la force, le courage et les ressources pour le faire. Merci. On est passionnés. Merci à toi. Ah ouais, je vous comprends. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la saison replay été 2023 du podcast Faut pas pousser les ISO.